Bonjour et bienvenue à ce nouveau Science on Tourne. Nous sommes sur Tours, dans un site à la fois universitaire et médical. Et nous avons rendez-vous avec deux chercheurs, Philippe Roinjard et Emmanuel Blanchard-Lemonnier, qui vont nous parler d'une de leurs thématiques de recherche qui consiste à étudier des hépatites virales pour concevoir de nouveaux vaccins. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Philippe. Bonjour Marie-Laure. Merci de votre accueil. Avec plaisir. Bienvenue ici à la faculté de médecine de Tours où est localisée notre équipe de recherche qui est à la fois sur le site de la faculté de médecine et sur le site du CHU de Tours. Donc c'est une équipe de recherche d'une trentaine de personnes avec une quinzaine de chercheurs, enseignants-chercheurs, une dizaine d'ingénieurs techniciens et une dizaine de doctorants, de jeunes chercheurs. Alors effectivement, cette équipe elle est constituée de pharmaciens, de médecins, de scientifiques, de biologistes qui ont la particularité pour certains d'être hospitalo-universitaires et puis d'autres qui sont chercheurs à 100%. C'est une équipe pluridisciplinaire avec des compétences diverses et variées pour enrichir l'équipe. Des biologistes cellulaires, des virologistes, des biochimistes, ici dans l'équipe INSERM 1259. Voilà, puis je vous propose de vous faire visiter le laboratoire donc, qui a ces deux sites, à la fois à la faculté de médecine et au CHU. Dans le laboratoire, nous travaillons sur le VIH, le virus du sida, et les virus des hépatites, qui induisent donc ce qu'on appelle les hépatites virales. Et l'intitulé de notre labo, c'est Morphogénèse, antigénicité du VIH et des virus des hépatites. Morphogénèse parce qu'on travaille justement sur les étapes qui consistent à la façon dont les virus se forment dans les cellules. Et puis antigénicité parce que c'est ce qui va permettre l'antigénicité d'induire une réponse du système immunitaire lorsqu'il y a une infection, mais c'est aussi le principe de la vaccination où on va induire une réponse immunitaire contre les virus. Et on associe cette grande thématique dans le labo pour essayer de mettre au point des vaccins originaux contre ces virus. Donc il n'y a pas de vaccin contre le VIH, il n'y a pas non plus de vaccin contre le virus de l'hépatite C. Par contre, il y a un vaccin qui existe depuis longtemps contre l'hépatite B et il a été mis au point à Tours il y a très longtemps, dans l'équipe à l'époque, des travaux qui avaient été réalisés par Philippe Maupas, qui a été le premier à mettre au point un vaccin contre l'hépatite B au milieu des années 70. À l'époque où Philippe Maupas a mis au point son vaccin contre l'hépatite B, et donc qui servait bien sûr à protéger contre ce virus, on savait qu'il y avait un autre virus qui donnait des pathologies graves du foie, mais qu'on n'avait pas identifié. On appelait ça le virus non A non B. C'était un virus qui n'était ni le virus de l'hépatite A ni le virus de l'hépatite B. L'hépatite A étant un virus qui donne des hépatites, mais beaucoup moins graves que l'hépatite B. Mais on n'avait pas identifié ce virus. Et en fait, il a fallu attendre des années. L'identification du virus de l'hépatite C, c'est fin des années 80, début des années 90. Alors il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, et notre équipe a contribué à ce type de travaux, pour mettre au point des antiviraux contre ce virus, le virus de l'hépatite C. Et maintenant, on a des antiviraux qui sont vraiment très efficaces, qui permettent d'éliminer le virus. Mais ça ne résout pas tout, parce qu'en fait, c'est un virus qui infecte de façon silencieuse le foie, et c'est au bout de 10 ans, 15 ans d'infection par ce virus que les gens développent des maladies graves du foie, comme pour l'hépatite B, des cirrhoses et des cancers du foie. Et donc, de fait, la plupart des porteurs chroniques de ce virus ne sont pas identifiés. Donc l'OMS estime que, l'Organisation mondiale de la santé, estime qu'il y a à peu près 80 millions de gens qui sont infectés par ce virus dans le monde, mais seulement 5% qui savent qu'ils sont infectés. Donc à partir du moment où on n'a pas identifié tous ces porteurs chroniques du virus, on ne peut pas les traiter, bien sûr. Et c'est pour ça qu'un vaccin est important. La mise au point d'un vaccin doit permettre de nous aider à éradiquer cette maladie. D'autant que même si on élimine le virus avec des antiviraux, la maladie du foie peut persister et les gens peuvent tout de même développer des cirrhoses et des cancers du foie. Donc ça, c'est un sujet sur lequel nous, on a voulu travailler au laboratoire, la mise au point d'un vaccin contre le virus de l'hépatite C. Et on s'est inspiré des travaux de Philippe Maupas, finalement, pour mettre au point un vaccin qui serait un vaccin bivalent contre l'hépatite B et l'hépatite C pour protéger contre ces deux virus qui, tous les deux, donnent des maladies graves du foie. Il y a plusieurs façons de faire un vaccin. Des vaccins qui sont
réalisé avec ce qu'on appelle des virus inactivés, c'est-à-dire qu'on produit le virus en grande quantité et puis on l'inactive chimiquement de façon à injecter finalement du virus qui est tué, mais qui va pouvoir stimuler le système immunitaire pour induire une protection. Le vaccin contre la grippe, le vaccin contre la polio est fait de cette façon. Il y a aussi des vaccins basés sur des virus dits atténués. Donc atténués, c'est-à-dire que c'est des virus qui sont toujours vivants, mais qui n'ont plus la capacité d'induire la maladie. Ils ne sont plus pathogènes. Donc ils sont aussi capables, bien sûr, d'induire le système immunitaire. C'est par exemple le vaccin contre la rougeole, la rubéole ou les oreillons. Sont basés sur des virus atténués. D'ailleurs, on les met tous dans un même vaccin qui s'appelle le vaccin Aurore, pour rougeole, oreillon, rubéole. Et puis, il y a une troisième façon de faire les vaccins, grâce à des techniques de biotechnologie, de génie génétique. Et dans le cas de l'hépatite C, c'est cette troisième voie qu'on a adoptée, dans la mesure où les deux premières n'étaient pas possibles. On n'est pas capable de produire techniquement le virus en grande quantité pour pouvoir faire des vaccins vivants ou inactivés avec ce virus. Donc ce que vous allez voir dans le film, là, c'est avec différents collaborateurs qui ont travaillé sur ce projet, notre cheminement de pensée et différents travaux qui nous ont amenés à ce développement du vaccin bivalent hépatite B, hépatite C. Mais d'abord, peut-être la première chose, c'est de vous montrer comment on étudie ces virus finalement. Les virus sont des êtres extrêmement petits, on ne peut pas les visualiser avec un microscope classique. Et donc on a pour ça des microscopes électroniques qui permettent de grossir, de grandir de façon très importante les structures qu'on observe. Et donc on va aller voir Emmanuel Blanchard-Lemonnier qui est en train justement de travailler au microscope électronique et d'observer des virus. Alors voilà le microscope électronique qui sert à observer des virus. Et voilà le type d'image qu'on peut observer avec ces virus qui sont visibles. Alors vous allez me dire, on ne les voit pas très bien les virus parce que vous ne savez pas décrypter ce type d'image. Et pour pouvoir décrypter ce type d'image, ça passe par la compréhension de ce que c'est qu'un virus. Alors qu'est-ce qu'un virus? Un virus, c'est un parasite obligatoire intracellulaire. C'est quoi? C'est tout simplement le fait que, à la différence des bactéries, si on pose un virus sur une surface inerte, le virus est incapable de se propager, de se multiplier. Pourquoi? Parce qu'il nécessite la présence d'une cellule pour pouvoir se propager à l'intérieur de la cellule. Alors, il y a bien sûr un certain nombre d'étapes qui sont importantes. Ces étapes, c'est l'entrée de la particule virale dans la cellule. La particule virale va être capable de se multiplier à l'intérieur de la cellule, puis ensuite sortir de la cellule pour pouvoir aller contaminer d'autres cellules. C'est ce qu'on appelle de la transmission cellule-cellule ou de la dissémination. Et ces trois étapes, entrée, réplication, dissémination, comme on voit sur cette image, c'est ce qu'on appelle le cycle viral. Alors un virus, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est tout simplement une boîte hermétique, c'est composé au minimum d'une capside, on parle aussi de nucléocapside, étanche, qui permet de protéger le génome viral. Ce génome viral, c'est de l'acide nucléique, qui peut être soit de l'ADN, soit de l'ARN. Cette structure de base, où l'acide nucléique rentre dans la capside, c'est ce qu'on appelle les virus nus. Vous voyez, ils sont constitués d'une capside qui protège l'acide nucléique. Certains virus sont un peu plus complexes. Ils sont constitués d'en plus d'une membrane. En fait, on les appelle des virus enveloppés. Pourquoi? Parce que la particule virale, quand elle sort de la cellule, elle va venir capter un petit bout de la membrane de la cellule, ce qui va constituer une plateforme pour pouvoir arrimer à l'intérieur des protéines d'enveloppe. Ces protéines d'enveloppe sont extrêmement importantes parce qu'elles vont permettre de constituer un système de clés-serrures pour que la particule virale puisse rentrer à l'intérieur de la cellule. Ces protéines d'enveloppe vont reconnaître des molécules à la surface de la cellule qu'on appelle des récepteurs cellulaires. Et par un système de clés-serrures, le virus va pouvoir rentrer à l'intérieur de la cellule. Grâce à ces protéines d'enveloppe qui vont reconnaître des récepteurs spécifiques, ça va permettre un ciblage spécifique du virus à une cellule. Le virus de l'hépatite C, par exemple,
ne peut infecter que le foie, parce qu'il va reconnaître uniquement des récepteurs qui sont présents dans le foie. À la différence, le virus de la grippe, par exemple, lui, va infecter uniquement les cellules épithéliales qu'on va retrouver de la fosse nasale jusque dans nos poumons. Pourquoi? Parce que ces récepteurs seront spécifiques des cellules respiratoires. Vous avez représenté ici une échelle qui permet de voir, grâce à l'œil, des choses assez grosses comme les insectes. Et plus on descend, plus on va se retrouver dans les atomes avec des choses extrêmement petites. Les cellules sont visibles, elles, qu'avec un microscope optique, un microscope de paillasse. Plus on descend sur ces micro-organismes, bactéries, virus, on va avoir besoin d'un microscope électronique pour pouvoir les observer. Alors, le virus est petit, une centaine de nanomètres versus 25 micromètres pour une cellule animale. Et si on fait la relation entre notion d'échelle, c'est comme si une particule virale était grosse comme une petite balle de tennis qui allait infecter une cellule. Sur la relation avec la notion d'échelle, ça correspondrait à un stade de foot. Alors vous comprenez bien que quelque chose d'aussi petit est difficilement observable en microscopie optique ou à l'œil nu et que ça nécessite un microscope électronique et en plus d'en mettre beaucoup pour pouvoir les observer assez facilement grâce à ces microscopes. Il y a deux techniques pour les observer. Soit on les observe grâce à une suspension liquide, une suspension de virus, par exemple des urines, du sang contaminé, mais également des préparations qu'on aura réalisées au laboratoire qui seront concentrées et purifiées. On déposera donc une goutte de liquide directement sur une grille de microscopie électronique, on contraste et ça nous permet d'observer par exemple différents virus, que ce soit des virus dits nus ou des virus enveloppés, avec comme exemple de virus nu l'adénovirus qui est responsable de rhinopharyngite et le virus de la rage par exemple pour des virus enveloppés. Il y a la possibilité également d'observer des particules virales dans les cellules. Alors vous comprenez aisément maintenant avec ces notions de taille qu'on n'est pas capable d'observer une cellule entière. Elle fait 25 micromètres, c'est impossible. Donc on est obligé de réaliser des coupes cellulaires. Pour ça, on fait donc un culot de cellules. On réalise une enrobation dans de la résine. On réalise ensuite des coupes qu'on dépose directement sur une grille de microscopie électronique. Ça nous permet de décortiquer directement des étapes, par exemple l'entrée, la réplication, mais aussi la sortie de la particule virale, comme on voit ici, un virus qui sort d'une cellule. C'est donc le cas du virus Epstein-Barr qui est responsable de la mononucléose infectieuse. Je vous ai proposé une petite image de microscopie électronique qui nous tient à cœur parce que c'est justement grâce à ce microscope électronique qu'on a pu comprendre, quand on met justement du sérum d'un patient affecté par le virus de l'hépatite B, on a pu observer qu'il coexistait dans ce liquide biologique deux types de particules. Des particules infectieuses, ici, le virus de l'hépatite B avec cet halo dense aux électrons, et puis d'autres particules plus claires qui sont donc des particules d'enveloppe vide qui représentent du virus non infectieux. Alors cette image, elle nous tient à cœur parce qu'effectivement, il y a toute une histoire derrière et c'est Romuald qui va vous raconter la petite histoire. Alors sur cette photo de microscopie d'un sérum de patient, on voit deux types de particules d'enveloppe. On voit des particules assez allongées qu'on appelle des bâtonnets. Et puis on va voir juste à côté des petites particules sphériques qu'on appelle tout simplement des billes. Alors ces particules d'enveloppe, elles sont intéressantes parce que en fait elles sont constituées uniquement de l'enveloppe du virus. Mais à l'intérieur, on ne va pas retrouver la capside ni le génome, ce qui en fait finalement des particules qui ne sont pas du tout infectieuses. Et puis un deuxième point intéressant, c'est que ces particules, eh bien, elles sont sécrétées en très très large excès par rapport au virus. Et on estime que pour un seul virus, eh bien, on va avoir de 10 000 à 100 000 particules vides à côté dans le sang des patients qui sont infectés. On n'a pas vraiment d'idée précise sur le rôle de ces particules. On peut juste émettre l'hypothèse que compte tenu de l'excès de particules vides par rapport au virus, on peut penser que ces particules vont constituer un leurre pour le système immunitaire, ce qui va permettre au virus finalement d'échapper aux anticorps et aller infecter sans danger les cellules cibles de l'organisme. Alors cette photo, elle nous est chère au laboratoire parce qu'elle a permis finalement de concevoir les premières étapes de développement du vaccin contre le virus de l'hépatite B.
Eh bien ici, on va se retrouver dans un laboratoire où on va pouvoir préparer notre candidat vaccin contre le virus de l'hépatite C. Donc afin de générer son vaccin contre le virus de l'hépatite B, Philippe Maupas a eu finalement une idée assez originale et assez osée. Il a essayé d'isoler les particules d'enveloppe vide qui sont non infectieuses et de les utiliser comme candidat vaccin contre ce virus de l'hépatite B. Une fois ces particules d'enveloppe isolées, eh bien, ces particules ont été concentrées afin d'avoir une optimisation de ce nouveau candidat vaccin. Et c'est ce qu'on peut voir ici sur cette photo de microscopie électronique. On peut voir effectivement que cette préparation vaccinale est très riche en petites particules vides sphériques, donc nos petites billes que l'on voyait dans le sérum des personnes infectées. Mais on va retrouver également nos petites particules vides en forme de bâtonnets. Ce vaccin contre le virus de l'hépatite B a été développé à la fin des années 70 pour être mis sur le marché en 1981. Quelques années plus tard, pour s'affranchir justement de manipuler des produits sanguins, un vaccin recombinant a été développé. Un vaccin recombinant, c'est-à-dire un vaccin produit dans des cultures de cellules, dans des boîtes, dans des laboratoires prévus à cet effet. On ne peut malheureusement pas utiliser ce type de technologie pour fabriquer un vaccin contre le virus de l'hépatite C, puisque dans le cadre de ce virus, eh bien, il ne va pas y avoir fabrication de particules d'enveloppe vide, comme c'est le cas pour le virus de l'hépatite B. En étudiant la façon dont vont se former les particules vides pour le virus de l'hépatite B, eh bien, on a compris qu'en fait, il s'agissait d'une petite protéine qui se trouve à la surface du virus de l'hépatite B. Cette petite protéine, elle est dessinée en noir ici. Cette petite protéine, on appelle ça la protéine S, S pour small, petite. Et on s'est très vite aperçu que cette petite protéine, elle avait la capacité de s'auto-assembler avec d'autres petites protéines du virus de l'hépatite B, un peu comme un jeu de briques de Lego, pour petit à petit fabriquer ces particules vides qui sont sécrétées dans le milieu en dehors de la cellule. Alors, quand on regarde maintenant les protéines à la surface du virus de l'hépatite C, cette fois-ci, ici en rouge sur le schéma, eh bien, on s'aperçoit que même si cette protéine elle ressemble un petit peu à celle du virus de l'hépatite B, eh bien, elle n'est pas capable de s'auto-assembler toute seule. Donc pour en arriver à avoir une particule vaccin qui contient notre petite protéine du virus de l'hépatite C, eh bien, nous avons développé une technologie de protéine dite chimère entre le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C. Autrement dit, on a essayé d'agrafer la protéine du virus de l'hépatite C sur la protéine du virus de l'hépatite B. C'est le petit schéma que vous avez à droite ici, où on voit en noir la petite protéine de l'hépatite B, S, et puis notre protéine de l'hépatite C en rouge, ici, protéine que l'on appelle E2. Le tout va générer une protéine chimère que l'on appelle E2S. Quand on va produire cette protéine chimère, à ce moment-là, on va pouvoir sécréter à l'extérieur des cellules notre protéine du virus de l'hépatite C qui sera embarquée dans des particules vides dérivées du virus de l'hépatite B. Après avoir conçu notre candidat vaccin, il a fallu tester ses capacités à neutraliser le virus de l'hépatite C. Et pour cela, il a été nécessaire de réaliser des tests in vivo qui ont été faits par Elodie. Avant toute utilisation chez l'homme et toute commercialisation, il nous est indispensable de soumettre ce candidat vaccin à une batterie de tests chez l'animal de manière à prouver son efficacité et son innocuité. Cette importante tâche a toutefois été rapidement rendue complexe par le fait que nous ne disposions pas aujourd'hui de modèles d'études animales pertinents pour la réalisation de ces tests. Le chimpanzé est à ce jour l'unique espèce animale qui puisse être expérimentalement infectée par le virus de l'hépatite C, mais pour des raisons éthiques, il est aujourd'hui strictement interdit d'utiliser ces grands singes à des fins de recherche. Comme alternative, il nous est toutefois aujourd'hui possible de mener des essais sur des petits animaux comme le lapin et la souris, selon des règles d'éthique animale respectables et de manière rationnelle, des tests qui nous permettent en fait d'évaluer la capacité de ce candidat à vaccin à stimuler le système immunitaire et par conséquent à engendrer la production d'anticorps dirigés spécifiquement contre les virus des hépatites B et C. Nous avons alors procédé à une vague de vaccination sur 2 groupes de petits animaux, tels que le lapin. Et comme vous pouvez le voir en haut à gauche, nous avons dans un premier groupe vacciné ces animaux
par notre particule vaccinale E2S, particule qui a préalablement été mélangée à une substance appelée adjuvant, substance qui est capable de renforcer la réponse immunitaire induite par la vaccination et par conséquent d'augmenter l'efficacité du candidat vaccin. Et dans un second groupe, donc en bas à gauche, nous avons aussi procédé à la vaccination de certains lapins avec l'adjuvant seul. Quelques semaines après la vaccination, nous avons alors réalisé des prélèvements de sang sur chacun de ces animaux de manière à pouvoir évaluer leur capacité à réagir contre nos particules vaccinales qui leur sont étrangères, notamment par la production d'anticorps dirigés spécifiquement contre les virus des hépatites B et C. Après avoir mis en évidence ces anticorps anti-hépatite B, anti-hépatite C dans les prélèvements de sang des animaux immunisés par nos particules vaccinales d'intérêt, nous nous sommes rapidement posé la question à savoir si ces anticorps anti-hépatite C étaient capables in vitro de neutraliser l'infection par le virus de l'hépatite C. Pour répondre à cette question, nous avons mené des tests dits de neutralisation ou d'inhibition de l'infection par le virus de l'hépatite C, tests qui ont été rendus possibles par le fait que nous soyons aujourd'hui capables de propager ce virus de l'hépatite C en culture cellulaire et notamment sur des cellules de foie humain. Et aussi du fait que nous ayons à disposition un large panel de souches hautement pathogènes pour l'homme mais manipulables dans des conditions de biosécurité. Le test de neutralisation consiste dans un premier temps à mettre en présence les prélèvements sanguins réalisés chez l'animal avec des souches de virus de l'hépatite C et à appliquer en fait cette mixture ensuite sur des cellules cibles qui sont susceptibles à l'infection par le virus de l'hépatite C. Et suite à cette expérience, on peut avoir deux cas qui peuvent se révéler. Le premier cas, c'est que si on a présence d'anticorps neutralisants dans les prélèvements sanguins des animaux, ces anticorps vont être capables d'aller se fixer sur le virus et d'inhiber son entrée dans la cellule cible. Pour le coup, on assiste à une inhibition complète de l'infection par le virus de l'hépatite C. Dans le deuxième cas, nous avons des prélèvements sanguins d'animaux qui sont dépourvus d'anticorps dits neutralisants. Et on assiste alors à une interaction du virus avec ses récepteurs cellulaires, à son entrée dans sa cellule cible et à sa multiplication à outrance. Et là, pour le coup, dans ce deuxième cas, on assiste à une infection par le virus de l'hépatite C qui est productive et qui conduit à la libération de millions de nouveaux virus. Comme pour le virus de la grippe, nous observons une population de virus de l'hépatite C très hétérogène qui est constituée de nombreux variants qui peuvent être classés en 6 grands groupes principaux dont la répartition géographique est relativement bien établie aujourd'hui. Dans l'initiation de ce projet de développement de vaccins contre le virus de l'hépatite C, nous nous sommes tout particulièrement intéressés au génotype 1 qui est très représenté à travers le monde et surtout en France, mais dans nos perspectives futures, nous comptons bien aussi nous intéresser à d'autres génotypes de manière à rendre la protection vaccinale beaucoup plus globale. Pour ce faire, nous allons poursuivre ces essais en modèle animal de manière à définir ou plutôt affiner certains paramètres cruciaux dans le développement de ce vaccin et notamment la composition exacte du vaccin, sa dose administrable, son nombre d'injections et surtout sa stratégie de vaccination. J'entends par stratégie de vaccination le fait que l'on puisse procéder à des vagues de vaccination, soit avec des cocktails de particules de différents génotypes, soit avec des injections uniques d'un seul génotype de manière séquentielle. Elsa, actuellement doctorante dans notre laboratoire, va vous expliquer tout cela. Mon projet de test consiste donc à rendre plus performants les vaccins contre les virus de l'hépatite C et l'hépatite B, en tenant compte de la diversité génétique ainsi qu'en choisissant la meilleure stratégie pour vacciner des lapins. Pour faire cela, j'ai produit des vaccins contenant des protéines d'enveloppe du virus de l'hépatite C, du génotype 1, du génotype 3 et du génotype 4. Ensuite, la vaccination des lapins est réalisée pour tester ces vaccins par 12 stratégies différentes. La première stratégie consiste en injecter un cocktail de vaccins des génotypes 1, 3 et 4 à 3 dates différentes. Et la deuxième stratégie consiste en injecter chaque vaccin à une date différente.
Aujourd'hui, le protocole est en cours et on attend avec impatience les résultats. Mais on continue à chercher sur de nouvelles stratégies pour améliorer ces vaccins. Bonjour Elsa, tout va bien? Bon, très très bien. À côté du travail d'Elsa qui est d'essayer de trouver les conditions pour améliorer notre vaccin bivalent hépatite B, hépatite C, il y a d'autres travaux dans le laboratoire qui consistent à adapter ce concept de vaccin à d'autres virus. Et notamment, nous avons un projet pour développer un vaccin avec des approches similaires contre le virus Zika. Et je vous laisse maintenant avec Christophe qui va vous expliquer un petit peu justement cette stratégie. Ce virus est un virus tout à fait nouveau qui a été responsable ces dernières années d'une pandémie mondiale. Et deuxièmement, autre avantage de ce virus Zika, c'est qu'il est de la même famille que le virus de l'hépatite C, à savoir la famille des flavivirus. Virus de l'hépatite C, virus Zika, même famille, mais malgré tout, quand même, des virus qui sont bien différents. On dit même famille tout simplement parce que ces deux virus présentent la même organisation, qu'elle soit génétique ou même structurale. Ce qui nous laisse d'ailleurs penser que notre stratégie de développement de vaccins va pouvoir tout à fait être adaptée pour le virus Zika. Alors malgré tout, ces deux virus ont des pathologies qui sont bien différentes. Dans le cas de l'hépatite C, ce virus induit des hépatites chroniques qui peuvent dégénérer vers un cancer du foie, alors que dans le cas du virus Zika, on a une infection qui est la plupart du temps résolutive. Ça va prendre un certain temps, mais le patient va guérir de son infection. Et on voit bien aussi que pour le virus Zika, les symptômes ne sont absolument pas les mêmes, puisqu'il infecte le système nerveux chez l'adulte, mais dans le cas de la femme enceinte, il conduit à des malformations du fœtus qui sont majeures, avec l'apparition de microcéphalies qui sont gravissimes. Donc, malgré le fait que ces deux virus soient très proches, on est forcément finalement obligé de développer deux vaccins spécifiques, l'un pour protéger contre le virus de l'hépatite C et l'autre pour le virus Zika. Alors un petit peu d'histoire sur ce virus Zika. En fait, ce virus Zika, c'est un virus qui a été responsable d'une pandémie mondiale ces dernières années. Mais à l'origine, ce virus était cantonné en Afrique, dans une région de l'Ouganda. D'où son nom virus Zika, qui vient du nom d'une forêt qui s'appelle la forêt Zika, en Afrique. Alors ce virus Zika, il fait finalement partie d'une grande famille de virus que sont les arbovirus. Arbovirus, par définition, ce sont des virus qui sont transmis par des insectes hématophages. Dans cette grande famille, il existe également d'autres virus dont vous avez peut-être entendu parler, qui ont été responsables d'épidémies également ces dernières années. Ce sont en particulier le virus de la dengue, ou le virus chikungunya, ou par exemple également le virus de la fièvre jaune. Le virus Zika, finalement, il s'est fait connaître ces dernières années par ces infections de large intensité. Cependant, ce virus, il est connu depuis extrêmement longtemps. Simplement, jusqu'à encore il y a peu, ce virus était responsable d'épizootie. Qu'entend-on par épizootie? Épizootie, c'est la capacité d'un virus à réaliser des infections sur des zones géographiques très localisées, par exemple localisées à une région. Alors comment en est-on arrivé finalement d'un passage d'une épizootie à une pandémie, c'est-à-dire une épidémie d'échelle mondiale? Eh bien c'est tout simplement, probablement, par l'évolution de nos modes de vie. Les transports, les déplacements des personnes, qui ont favorisé cette expansion du virus. On peut penser aussi également que le non-contrôle des populations de moustiques, qui font qu'au sein des grandes agglomérations, on retrouve énormément de moustiques qui vont favoriser la propagation du virus. L'adaptation peut-être du virus et des moustiques à leur environnement, ainsi que le dérèglement climatique, eh bien, sont autant de facteurs qui vont contribuer finalement au développement de ces nouvelles épidémies, comme on l'a observé il y a quelques années avec le virus Zika. Alors, vous l'avez vu, on a mis au point ce vaccin et établi une première preuve de concept en modèle animal, avec des modèles de petits animaux, montrant que finalement ça marche, ce type de vaccin. Maintenant, pour aller plus loin, on est limité dans un laboratoire comme le nôtre, dans un laboratoire public, académique,
Et bien sûr, ce qui nous tiendrait à cœur, c'est que ce vaccin puisse aller vers une utilisation en médecine, c'est-à-dire qu'on puisse immuniser et protéger des gens de ces infections par le virus de l'hépatite C. Maintenant, pour ça, il faut produire le vaccin dans des conditions réglementaires que seul un industriel peut avoir. On ne peut pas avoir ces contraintes réglementaires, on appelle ça des salles blanches, avec des normes que seul un industriel peut obtenir dans ses locaux. Et donc pour ça, on a bien sûr souhaité se tourner vers le monde industriel, ce qui n'est pas toujours facile, et ce n'est pas notre métier. Et on a créé une start-up adossée à l'unité grâce à une personne qui s'appelle Édouard Sèche, qui vient de ce monde des biotechnologies et des start-up, du milieu des start-up dans le bio-business. Start-up qui va avoir pour vocation à trouver des investisseurs, et on a déjà commencé à en trouver, qui vont apporter des financements, qui vont permettre de produire ce vaccin dans des normes autorisant une administration à l'homme. Et on va réaliser ce qu'on appelle un essai de phase 1, c'est-à-dire qu'on va tester l'efficacité du vaccin chez des sujets sains pour voir effectivement si le vaccin est bien toléré et si on induit une réponse immunitaire qui serait protectrice bien sûr contre le virus de l'hépatite C. Alors c'est vrai que les vaccins sont souvent décriés, notamment en France, malheureusement, et c'est quand même un comble quand on sait qu'on est au pays de Pasteur. Mais là, je voudrais dire vraiment avec force à quel point les vaccins sont importants pour protéger de maladies graves. Le vaccin hépatite B, bien sûr, mais aussi d'autres vaccins. Le vaccin hépatite B, c'est un exemple assez frappant parce qu'on a accusé ce vaccin d'être responsable de maladies neurologiques comme la sclérose en plaques, alors que des études scientifiques ont montré que ce n'était absolument pas le cas. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites où on compare des sujets vaccinés avec des sujets non vaccinés, nombre important de sujets, et on se rend compte avec ces études qu'il n'y a absolument aucune corrélation, aucun lien entre le développement de ce type de pathologie et la vaccination contre l'hépatite B. Et l'hépatite B, c'est un vaccin qui a permis d'éviter des millions et des millions de morts dans le monde de ces maladies graves du foie. On dit souvent que le vaccin hépatite B, c'est le premier vaccin anti-cancer, et c'est vrai, parce que finalement, le virus induisant le cancer du foie, en protégeant contre l'infection contre ce virus, on protège du développement d'un cancer du foie. Mais il y a aussi à côté ce virus de l'hépatite C qui, lui, est responsable, tout comme le virus de l'hépatite B, de cancer du foie. Et finalement, avec notre vaccin bivalent, j'ai envie de dire qu'on augmente le potentiel de ce vaccin anti-cancer avec un vaccin qui permettrait de protéger à la fois contre l'hépatite B et l'hépatite C, et donc ces différentes causes de développement d'un cancer du foie. Pour conclure, j'espère qu'on vous a montré tout l'intérêt de ce type de recherche où on va d'une recherche fondamentale à quelque chose de beaucoup plus appliqué avec la mise au point d'un vaccin. Et donc ça, c'est des choses qui sont développées par de nombreuses personnes dans le laboratoire, y compris des jeunes chercheurs. Et j'espère que c'est quelque chose qui peut vous donner envie. Nous, on a besoin d'avoir des jeunes chercheurs qui viennent travailler dans le laboratoire. Et c'est un métier formidable quand vous faites des recherches qui, au bout, arrivent à quelque chose qui pourra rendre service en clinique et protéger d'une maladie aussi grave que l'hépatite C. C'est extrêmement satisfaisant pour toutes les personnes qui travaillent autour d'un projet comme celui-là.